Hello les amis, nous sommes le jeudi 14 mai, quatrième jour de déconfinement. Déconfinement très étrange où on doit porter des masques et alors que pendant le confinement on ne devait pas en porter, mais on en reparlera un peu plus tard. On va parler des masques, parce que c'est très important les masques. Et puis vous avez vu, j'ai mis, hier soir ma fille m'a fait une surprise euh, en m'affichant la banderole 100 000 abonnés. C'est vrai que j'y avais pas fait gaffe, elle y veille. C'est assez drôle. Vous êtes nombreux, franchement, à m'écrire. Vous êtes vraiment super sympa. Vous m'avez envoyé des recherches sur les biocides. Je vais analyser tout ça ce soir. J'en profite toujours entre midi et deux pour faire mon émission. Vous m'envoyez aussi plein d'emails que je suis attaqué partout. Je tiens à préciser que le blog de Mediapart, c'est pas Mediapart, hein. Vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ça n'a strictement rien à voir avec Mediapart. Donc voilà, vous prenez un abonnement. Là, pendant le confinement, c'est 1 € par mois et vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le blog de Mediapart. Donc les gens qui m'attaquent en ce moment, ils savent plus trop quoi dire, quoi. Donc ils disent que je suis pas médecin. Voilà, qui c'est qui a dit que j'étais médecin? Je suis chef d'entreprise, coucou les gars. Et que j'y connais rien, donc à la médecine. Bah oui, eux, par contre, ils y connaissent. Et que je fais ça pour me la péter. Voilà où ils en sont. Voilà, j'ai autre chose, j'ai rien d'autre à faire à mon âge que de me faire mousser. C'est un truc de fou. Mais ça, c'est toujours, il y a toujours des attaques, hein. Et on va comprendre pourquoi il y a des attaques. Vous allez comprendre. Mais je voudrais leur poser une question. Moi, je dis que je ne suis pas médecin. Par contre, pendant toutes mes émissions, j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont remercié, qui m'ont écrit. J'ai même fait des vidéos où il y a des témoignages audio de médecins qui me disent « Mais comment ça se fait qu'on apprend ça de lui ?» J'ai eu des émissions censurées sur le fait que je racontais des bêtises, alors que maintenant, on va aussi le voir dans cette émission, les faits sont avérés. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quelque chose? Non, vous n'avez rien fait, mis à part cracher votre venin, être rageux, vous faites rien, quoi. Et par contre, moi je le dis, je suis pas médecin, mais par contre, vous traitez Raoult d'original, de Charlot. Et le type-là, il est quand même numéro 1 mondial en communicable disease, c'est-à-dire c'est le meilleur infectiologue au monde, comme son nom l'indique, dans les maladies infectieuses. Donc vous avez le droit de dire que c'est un Charlot, un original, hein. Sur les plateaux de télé, on entend même certains qui disent « mais qui ferme sa gueule », ça vous avez le droit de dire. Et moi, par contre, j'ai pas le droit de soutenir ses travaux. D'accord. C'est un fait, ça s'appelle une petite dictature, ça. Alors je vais vous raconter quelque chose. En fait, on va prendre une leçon de Hannah Arendt, que quelqu'un a repris là. J'ai trouvé ça super. Pourquoi on n'y comprend plus rien? Donc la seconde vague. Édouard Philippe, Premier ministre, a annoncé samedi qu'il existe un risque sérieux d'une seconde vague, potentiellement plus meurtrière que la première. Le risque d'une seconde vague, qui viendrait frapper un tissu hospitalier fragilisé, qui imposerait un reconfinement, qui ruinerait les efforts et les sacrifices consentis, est un risque sérieux, a-t-il déclaré lors de la présentation du plan de déconfinement à partir donc du lundi dernier. Au même moment, le professeur Didier Raoult, spécialiste en épidémie, disait exactement le contraire. La deuxième vague, c'est de la science-fiction. Lorsqu'en tant que citoyen de base, vous vous faites ainsi balloter par des informations contradictoires, sans aucun moyen de savoir qui dit vrai, c'est le signe que vous êtes en danger, selon la philosophe Hannah Arendt, rescapée du nazisme et spécialiste des systèmes totalitaires. Comment la vérité est sacrifiée? Selon Hannah Arendt, les régimes totalitaires prennent un pouvoir total sur les individus en les arrosant d'informations contradictoires, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun moyen de savoir où se trouve la vérité.
Sous Hitler, sous Staline, explique-t-elle, le citoyen ne savait jamais à quelle sauce il allait être mangé. La propagande gouvernementale ne consistait pas simplement à mentir aux citoyens en présentant une version officielle des faits dans les journaux, version qui aurait alors pu aisément être critiquée. Non, c'était beaucoup plus subtil et efficace que cela. Pour empêcher véritablement tout débat, toute initiative pour obtenir des citoyens qu'ils se découragent totalement, qu'ils cessent d'essayer de comprendre et qu'ils perdent donc tout moyen d'agir, les médias d'État les plaçaient sous un déluge continu d'informations incohérentes, mêlant le vrai et le faux jusqu'à ce que plus aucune personne ne puisse savoir de bonne foi ce qu'il fallait penser. Nous gagnons la guerre, nous perdons la guerre. Les rations vont être augmentées, les rations vont être diminuées. L'économie est en croissance, il va falloir travailler plus. Vous pouvez sortir sans autorisation, les contrôles vont être renforcés. Pour ajouter à la confusion, les autorités ne parlaient plus d'une seule voix, mais au contraire via une foule de porte-paroles dont il était impossible de savoir lequel portait la véritable parole de l'État. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est pourquoi une telle tension s'installe dans les esprits. C'est normal, ce n'est pas de votre faute si vous ne comprenez rien, si vous êtes ballotté entre des amis, des voisins, des journalistes, des blogueurs ou encore des youtubeurs qui chacun ont leur opinion qui paraît valable tout en étant incompatibles les unes avec les autres. C'est le résultat logique de la communication gouvernementale qui introduit confusion et contradiction partout. Et c'est exactement ce que font en ce moment tous ces debunkers professionnels. Pourquoi professionnels? Parce que ils ont toujours été là, quoi. Hein. Ils m'ont toujours attaqué sur tous les sujets que je traite. Et on sait derrière qui se cache. C'est pas la peine, ils se cachent derrière des pseudonymes, on sait derrière qui se cache. C'est des gens qui sont incapables, par exemple, de venir en face à face avec moi. Pourquoi? Parce qu'on leur écrit leur discours, on leur écrit ce qu'ils ont à dire. C'est pas des gens qui sont incapables de penser, parce qu'ils deviennent spécialistes dans tous les domaines. Ils sont devenus plus forts que qui dira où. Imaginez, imaginez. Donc, moi, je continue, hein, et vous, vous continuez à rager. Voilà. Et ça ne me gêne absolument pas, puisque grâce à vous, quand même, je gagne des abonnés. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qui c'est cet Luberlu? Et donc ils viennent voir, ils me disent, mais finalement, c'est pas si mal ce qu'ils racontent. Vous voyez? Donc merci, continuez, continuez. De plus belle. De plus belle. Moi, je vous lis pas, hein, c'est mes abonnés hein, qui me racontent. Hein, franchement, j'ai autre chose à faire que de vous lire. Je sais déjà plus comment je m'appelle et comment je gère une journée. Donc je continue pour les médecins, pour les infirmiers, pour les avocats. Avant de commencer cette émission et de parler de masques, je tiens à vous présenter un superbe blog. C'est Marjorie David qui le tient, que je vous mets dans les liens. Franchement, elle fait un travail de fou depuis le début de cette pandémie. Donc, vous voyez, le blog, le Covid-19 pour les intelligents qui s'ignorent, tout ce que vous voulez savoir sur le Covid-19 sans jamais oser le demander. Donc là, son dernier article, c'est comment expliquer l'accélération puis la régression et maintenant la fin de la pandémie de Covid-19. Le virus s'adapte-t-il en mutant au niveau de son gène ORF8? Alors c'est un peu technique hein, parce que Marjorie, elle est ingénieure en biologie, professeure de biotechnologie, santé-environnement, elle est diététicienne aussi, et donc elle a créé ce blog pour partager ses recherches sur l'actualité à propos du Covid, afin d'apporter un éclairage différent et des réponses aux questions que vous vous posez. Et honnêtement, c'est vraiment super bien fait. Moi j'ai lu là son dernier article. Alors évidemment, une fois de plus, je suis pas généticien. Ça parle quand même de séquençage de génome, ça parle de mutations, beaucoup de mutations. Donc ça c'est intéressant. De la comparaison entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-1, donc le SARS-CoV-2 c'est le Covid-19, c'est pas trop complexe quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour que, même s'il faut faire quelques recherches pour tout comprendre, on comprend beaucoup de choses. Et on va surtout comprendre que, avec toutes les mutations qu'il fait, le vaccin, et ça c'est ce que disent énormément de spécialistes mondiaux, est juste impossible à faire. A-t-on déjà fait un vaccin contre le rhume? Non, parce qu'il y a tellement de souches de rhume, à base de rhinovirus, à base de coronavirus. Donc je vous recommande, et puis pour les médecins qui me lisent, allez-y hein, sur le blog de Marjorie, parce qu'elle fait des recherches, et vous me dites souvent, bah nous,
on n'a pas le temps de faire ces recherches-là. Ben voilà, quand quelqu'un le fait, autant le mettre en avant. Il y a beaucoup d'articles qui sont parus, qui confirment ce que je disais dans les émissions à 3 semaines. Alors une fois de plus, je ne suis absolument pas devin. Tout ce que je faisais, c'était retraduire ce qui se passait en Italie, qui avait de l'avance sur la pandémie. Et puis, et là, on trouve par exemple une interrogation dans une revue médicale suisse, Covid-19, une maladie endothéliale. Alors, cet adjectif vient du mot endothélium, et l'endothélium vasculaire, c'est la couche la plus interne des vaisseaux sanguins, celle qui est en contact avec le sang. Et donc, on lit dans ces articles qu'il y a une atteinte endothéliale et que celle-ci pourrait être combattue par des médications antivirales ou des thérapies anti-inflammatoires, anti-cytokines, anti-ECA, voire des statines, et que cette stratégie pourrait être particulièrement pertinente pour les personnes vulnérables ainsi que pour les patients avec une dysfonction endothéliale préexistante qui se retrouve notamment dans les caractéristiques suivantes: sexe masculin, obésité, HTA, diabète, maladies cardiovasculaires. Toutes ces maladies qui sont associées à des issues défavorables dans le Covid-19. Et on voit aussi là pourquoi des associations anticoagulants et anti-inflammatoires fonctionnent à merveille depuis le début, que les généralistes ont prescrit. Donc tout ça c'est passionnant, mais maintenant on va s'occuper des masques. Les masques, ça c'est l'autre aspect de la propagation du virus de la peur. Parce que évidemment, quand vous allez dans un endroit où vous voyez plein de gens masqués, vous ne pouvez pas être bien enjoué. Donc est-ce que le masque se porte-t-il, franchement? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour être porté toute la journée? C'est la question que je pose. Ben, une fois de plus, je laisse parler les spécialistes. Donc ici, je vous mets un article complet, et il y en a plein d'autres sur le net, de professeurs. Donc là, c'est le docteur Russell Blaylock. Donc en fait, il a un bulletin d'information, The Blaylock Wellness Report. C'est un neurochirurgien, un praticien de la santé, un auteur, un conférencier accrédité. Et depuis 26 ans, il pratique la neurochirurgie, en plus d'avoir une pratique nutritionnelle. Il est l'auteur de 4 livres. Il dit: les chercheurs ont découvert qu'environ un tiers des travailleurs ont développé des maux de tête avec l'utilisation du masque. Et ça c'est vrai, je vous avais raconté que quand j'allais acheter mon canard enchaîné le mercredi chez ma buraliste, et elle reste toute la journée avec le masque, elle m'a dit que le soir c'est horrible, elle n'arrive même plus à respirer, elle a des maux de tête. Donc la plupart avaient des maux de tête préexistants qui ont été aggravés par le port du masque, et 60% avaient besoin de médicaments contre la douleur pour le soulager. En ce qui concerne la cause des maux de tête, alors que les sangles et la pression du masque peuvent être causales, la majeure partie des preuves indiquent l'hypoxie ou l'hypercapnie comme cause. Donc, en fait, l'hypoxie, c'est une réduction de l'oxygénation du sang. Il y a moins d'oxygène, évidemment, qui arrive dans le sang. Et l'hypercapnie, c'est une élévation du taux de CO2, gaz carbonique, sanguin. En fait, les deux vont de pair. On diminue l'oxygène et on augmente le gaz carbonique. Il est connu que les masques portés pendant des heures peuvent réduire l'oxygénation du sang jusqu'à 20%. Moi, j'aurais même cru plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Ce qui peut entraîner une perte de conscience, comme cela est arrivé à une personne conduisant seule dans sa voiture et qui portait un masque. Alors ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Comment on peut être dans sa voiture et porter un masque? Et donc, ça a provoqué de le faire évanouir et de planter sa voiture et de se blesser. Et il dit: je suis sûr que nous avons plusieurs cas de personnes âgées ou de toute personne ayant une mauvaise fonction pulmonaire qui s'évanouissent ou se frappent la tête. Bien sûr, cela peut entraîner la mort. Une étude plus récente portant sur 159 travailleurs de la santé âgés de 21 à 35 ans a révélé que 81% avaient développé des maux de tête en portant un masque facial. Certains avaient des maux de tête préexistants précipités par les masques. Tous avaient l'impression que les maux de tête affectaient leur rendement au travail. Malheureusement, personne ne dit aux personnes âgées fragiles et aux personnes atteintes de maladies pulmonaires, telles que l'emphysème ou la fibrose pulmonaire, de ces dangers lorsqu'ils portent un masque facial de quelque sorte que ce soit,
ce qui peut entraîner une grave détérioration de la fonction pulmonaire. Cela inclut également les patients atteints de cancer du poumon et les personnes ayant subi une chirurgie pulmonaire, en particulier avec une ablation totale ou partielle d'un poumon. L'importance de ces résultats est qu'une baisse des niveaux d'oxygène, donc l'hypoxie, est associée à une altération de l'immunité. Des études ont montré que l'hypoxie peut inhiber le type de principales cellules immunitaires utilisées pour lutter contre les infections virales, appelées les lymphocytes TCD4. Cela se produit parce que l'hypoxie augmente le niveau d'un composé appelé facteur d'hypoxie qui inhibe les lymphocytes T et stimule une puissante cellule inhibitrice immunitaire appelée TREX. Alors je ne sais pas si c'est la bonne traduction, parce que c'est un article américain. De toute façon, je vous laisse bien entendu dans le descriptif de l'émission. Cela prépare le terrain pour contracter toute infection, y compris le Covid-19, et rendre les conséquences de cette infection beaucoup plus graves. En substance, votre masque peut très bien vous exposer à un risque accru d'infection et avoir un résultat bien pire que celui qu'il était censé au départ protéger. Les personnes atteintes de cancer, en particulier si le cancer s'est propagé, seront exposées à un risque supplémentaire d'hypoxie prolongée, car le cancer se développe le mieux dans un micro-environnement pauvre en oxygène. Un faible taux d'oxygène favorise également l'inflammation qui peut favoriser la croissance, l'invasion et la propagation des cancers. Des épisodes répétés d'hypoxie ont été proposés comme facteur important de l'artérosclérose et augmentent donc toutes les maladies cardiovasculaires, crise cardiaque et cérébrovasculaires. Il y a un autre danger à porter ces masques quotidiennement, surtout s'ils sont portés pendant plusieurs heures. Lorsqu'une personne est infectée par un virus respiratoire, elle expulse une partie du virus à chaque respiration. S'il porte un masque, en particulier un masque de haute protection, ou un autre masque bien ajusté, ils réinsuffleront constamment les virus, augmentant la concentration du virus dans les poumons et les voies nasales. Nous savons que les personnes qui ont les pires réactions au coronavirus ont très tôt les concentrations les plus élevées du virus. Et cela conduit à la tempête mortelle de cytokines que l'on voit dans de nombreux cas. Cela devient encore plus effrayant. De nouvelles preuves suggèrent que dans certains cas, le virus peut pénétrer dans le cerveau. Dans la plupart des cas, il pénètre dans le cerveau par les nerfs olfactifs, qui se connectent directement à la zone du cerveau traitant de la mémoire récente et de la consolidation de la mémoire. En portant un masque, les virus exhalés ne pourront pas s'échapper et se concentreront dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs olfactifs et voyageront dans le cerveau. Et c'est pour ça que vous entendez « Oh là là, le virus, maintenant il attaque le cerveau ». Voilà, ça vient de là, ça vient de là. Et c'est tout à fait évident. Il y avait une intervention d'Olivier Véran, mais pas sur le Covid, sur la grippe, qui disait « Ah bah oui, la grippe disparaît au printemps, parce que vous savez, au printemps, on ouvre les fenêtres, on aère. » Bah, c'est pareil pour le Covid. C'est tout à fait pareil. Faut aérer, il faut sortir. Alors quand je vois qu'on laisse les gens rentrer dans des hypermarchés et qu'on leur interdit, même pendant le confinement et encore maintenant, d'aller à la plage, il faut arrêter, quoi. Samedi, il y a un rassemblement de 500 000 personnes à Stuttgart. 500 000. La manifestation qui devrait réunir 500 000 personnes a été autorisée samedi à Stuttgart. Et ça, il faut le savoir. Et donc après, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ça, je vous mets un article d'Erin Bromage. C'est un autre chercheur américain qui nous parle justement des risques et qui nous explique la formule de l'infection. Infection réussie égale exposition au virus multiplié par le temps. Et là, il vous parle de charge virale par rapport au temps d'exposition et il vous explique qu'en fait, dehors, vous avez 0 risque. Être 2-3 minutes dans une boulangerie, vous avez 0 risque. Après, c'est pas moi, c'est des spécialistes, c'est des mecs qui ont fait tout ça dans leur vie. Moi, j'ai jamais étudié ça, et je vois pas pourquoi on devrait pas écouter des gens qui sont spécialistes dans des domaines et qui ont étudié ça pendant très longtemps. Ça me dépasse. Et qu'on laisse parler des gens qui croient tout savoir, et en fait, qui racontent que des bêtises depuis le début. Donc voilà, je vous laisse ces articles, surtout pour les médecins, c'est vraiment assez exceptionnel. Et donc, arrêtez avec ces masques, quoi. Arrêtez. Les gens en voiture avec un masque, mais arrêtez, franchement. Et pour confirmer tout ça,
Euh, Toujours au Parlement autrichien, je vous avais déjà montré une intervention d'un député autrichien. Ici, c'est une députée, mais qui est en même temps médecin, qui s'appelle Dagmar Belakovic. Et elle est furieuse à propos de la mise en scène du corona et prononce un discours incendiaire qui est franchement assez hallucinant. Je vous le mets dans les liens, mais c'est en allemand, hein. Et elle vient notamment de confirmer que le port des masques est dangereux, en particulier pour les patients atteints de problèmes pulmonaires, les enfants et les personnes âgées. Et Didier Raoult vient de tweeter zéro prévalence de 60 000 personnes en Espagne parmi les travailleurs actifs, ceux qui exercent une profession essentielle et ont continué à sortir ont été moins contaminés par le Covid-19 que ceux confinés. Cela doit amener à réfléchir sur le confinement. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur toutes mes émissions que je vous ai faites qui prouvent que le confinement tue plus de gens que si on n'avait rien fait, que ce soit surtout avec les morts indirectes, hein. Confinés, on voyait que ça apporte des maladies, mais en plus, il y a des gens qui n'ont pas pu se faire soigner, voir mon émission d'hier, et donc les maladies ont explosé, les morts par crise cardiaque ont explosé en Italie. Là, on a fait des statistiques. En France, quand on le fera, on verra que c'est la même chose. Donc voilà. Et une fois de plus, les pays qui n'ont pas du tout confiné, comme la Suède, Biélorussie, ont beaucoup moins de morts par million d'habitants. Et donc on a parlé de Raoult, ben, dans la Provence, le dimanche 10 mai, l'explosion des prescriptions d'hydroxychloroquine, malgré les polémiques, les alertes, la prescription de la bithérapie de l'IHU de Méditerranée, associant azithromycine et hydroxychloroquine, a été largement suivi en ville. Un bond de 7000% fin mars avec 10 000 patients. Cerise sur le gâteau, quand on lit dans l'article, on voit par exemple 5000 prescriptions pour le seul 18 mars, beaucoup plus de prescriptions à Paris que dans les Bouches-du-Rhône, mais avec tout ça, on attend toujours le résultat des études, et il y en a qui tapent toujours sur ce protocole qui est utilisé par beaucoup de médecins. Alors justement, on nous a dit que l'hydroxychloroquine était dangereuse, surtout pour les personnes cardiaques. Et donc, quand quelqu'un avait des symptômes, grippaux, du Covid, qu'il appelle 115, ou qu'il appelait son médecin, on lui disait reste chez toi, et le médecin lui prescrivait du paracétamol. Bien. Donc là, je vous remets le blog, le quotidien du médecin, c'est le blog du docteur Gérard Modrux, que je vous ai déjà présenté à de multiples reprises dans mes émissions. Et donc il a fait un travail assez extraordinaire. Il a compilé les chiffres de Vigibase. Vigibase, c'est la base de données mondiale sur la sécurité des médicaments de l'Organisation mondiale de la santé, la fameuse OMS, qui recense les déclarations de pharmacovigilance de 110 États membres participants inscrits au programme international de surveillance des médicaments, dont la France, bien sûr. De 1968 à 2020. Alors j'arrondis les chiffres parce que les unités ne sont pas très importantes pour que vous reteniez bien, et vous aurez le détail des chiffres dans le blog de Gérard Modrux, que je vous recommande de vous abonner. On a collecté, donc de 1968 à 2020, soit 52 ans, 6 000 incidents et accidents pour la chloroquine. 6 000. 23 000 pour l'hydroxychloroquine. Alors vous allez me dire, aïe aïe aïe, c'est énorme. Ouais. On en a collecté 147 000 pour le paracétamol. 6 000 pour la chloroquine, 23 000 pour l'hydroxychloroquine, 147 000 pour le paracétamol. Que on demande de prescrire, car la chloroquine étant un danger public, et, comme le dit le docteur Gérard Modrux, le paracétamol de l'eau douce. On va plus dans le détail. Les accidents cardiaques, 417 pour la chloroquine, 964 pour l'hydroxychloroquine. Oh là là, 4486 pour le paracétamol. Voilà, vous pouvez faire cette recherche vous-même. Il y a le lien sur vigyaccess.org. Vous pouvez faire cette recherche vous-même. Et donc, pour n'importe quel médicament,
ou son principe actif, il traduit. Vous avez tous les effets secondaires recensés pour tous les médicaments vendus dans le monde. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Alors pourquoi tout ça? Ben parce que, comme tous les gouvernements, regardez, Édouard Philippe, comme l'a indiqué Emmanuel Macron, un vaccin contre le Covid-19 devrait être un bien public mondial. L'égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable. Ils attendent le vaccin. C'était en réponse au fait que Sanofi a dit que si jamais elle trouvait le vaccin, elle le vendrait d'abord aux États-Unis. Grand bien lui fasse. Du reste, aux États-Unis, ben, il y a une pétition encore de la Maison Blanche sur les médias sociaux et les médias grand public doivent être tenus financièrement et pénalement responsables de la censure et de la désinformation publique. Ils disent que la censure est inconstitutionnelle, notre nation est attaquée de l'intérieur par toutes les principales plateformes d'information, des canaux de médias sociaux empêchant la liberté d'expression aux informations fake constamment diffusées par les médias grand public. Nous les gens sommes trompés. Nous demandons que nos droits en vertu du premier amendement soient vigoureusement protégés. Les entreprises privées agissant en tant qu'utilité publique pour diffuser des informations assument les mêmes responsabilités sociales, éthiques et fiduciaires applicables à tout organisme gouvernemental. Non, évidemment, c'est une pétition issue de la Maison-Blanche parce que là-bas, la censure aussi y est et contre Trump. Et il y a aussi de nouvelles pétitions qui sortent contre le système de traçage HR6666, dont je vous ai déjà parlé, c'est les tests, où les gens pourront pouvoir venir dans la maison tester les personnes, les séparer, enfants, de femmes, de parents, de grands-parents. Donc ça aussi, ils le refusent. Et on va terminer par une bonne nouvelle. La Cour suprême du Wisconsin a annulé l'ordonnance de séjour à domicile préconisée par Bill Gates, parce qu'évidemment tout ça c'est la faute toujours de Bill Gates, précédemment ordonnée par le gouverneur démocrate évidemment de cet État. Et donc voilà, c'est un pas de géant pour les Américains, c'est génial, ils peuvent être déconfinés et eux aussi arrêtent le virus de la peur, le virus des fake news, des médias. Voilà. Maintenant, les petits rageux, vous pouvez continuer à rager, c'est pas un souci. Je fais pas des émissions pour vous, je fais mes émissions pour mes abonnés. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bye bye, bisous, ciao.